Merci d'être encore présent jusqu'au bout, malgré le programme dense. Donc nous allons attaquer le symposium. Alors j'excuse le professeur Pierre Vandel que je remplace donc pour animer ce symposium, puisque les connexions entre Limoges et Besançon étant ce qu'elles sont, il a dû malheureusement partir plus tôt. Mais c'est avec grand plaisir donc que je vais modérer cette session. Je tiens également à excuser le professeur Crolac-Salmon qui mais n'a pas pu venir à Limoges, un impératif de dernière minute, et donc il a été remplacé au pied levé. Je l'en remercie, par le docteur Karspiver, qui est neurologue et gériatre, et qui va parler justement d'un sujet sur lequel nous avons travaillé avec l'équipe du professeur Crolac-Salmon, mais qui ne sera malheureusement pas, faute de temps, le sujet qui devait présenter le professeur Crolac-Salmon. Donc on a changé aussi un petit peu l'ordre du symposium. Va débuter le professeur Frédéric Ilmousin, professeur de psychiatrie, responsable national de l'option psychiatrie de la personne âgée, et qui va nous parler du centre de référence en psychiatrie de la personne âgée Île-de-France, dont il est le fondateur, et également à ma demande de nous faire un point d'étape de ce fabuleux outil, que je trouve, et nous parler aussi peut-être des perspectives. Ensuite, donc le docteur Leslie Karspiver parlera donc c'est un symposium aussi sur des innovations, sur une formation justement qu'on a mis en place, une formation spécifique qui a été mise en place par des gériatres et des psychiatres, une initiative européenne. Et puis nous terminerons donc par le fil conducteur aussi du thème de notre congrès, du rôle des IPA. Donc nous avons 2 IPA, une IPA qui travaille en gériatrie, une infirmière de pratique avancée donc, et une IPA qui travaille en psychiatrie de la personne âgée, Mesdames Roux, mais c'est pas la même famille, hein. Voilà. Merci Benjamin, bonjour à tous, et donc merci beaucoup à Benjamin et à toute l'organisation pour cette invitation qui me donne l'occasion de vous faire un bilan d'étape du Centre ressources régional de psychiatrie du sujet âgé que nous avons créé à Corentin-Selton, région parisienne, il y a maintenant près de 10 ans, qui était le premier centre ressources labellisé en France et qui, on l'espère, va essaimer sur la France entière avec d'autres modèles qui verront le jour. C'est déjà le cas dans certaines régions, mais dans des formes assez différentes, assez hétérogènes. Je vous en dirai peut-être un mot par la suite. Alors, je vais rappeler très brièvement, parce que je crois qu'après 2 jours de congrès, vous savez ça aussi bien que moi. La psychiatrie de la personne âgée, c'est vraiment un enjeu en psychiatrie et en santé publique, avec des enjeux qui peuvent être résumés sur cette diapositive, des troubles psychiatriques qui sont une des premières causes de morbidité et de mortalité prématurée chez le sujet âgé, et qui constituent encore aujourd'hui 3/5 des sources d'incapacité liées au vieillissement. Alors si on regarde certaines pathologies de plus précisément, vous savez que la dépression, ça vous a été dit au cours de ces 2 jours, mais c'est une donnée qu'on connaît bien, la prévalence peut être très élevée chez les sujets âgés dans certains sous-groupes de la population, principalement les sujets qui sont en institution, en EHPAD, avec des chiffres de prévalence qui sont extrêmement importants, jusqu'à 40-50% dans certaines études, alors même qu'elles ne sont pas repérées, donc pas traitées, avec une altération de la qualité de vie et une morbimortalité très importante. Donc vraiment un focus particulier sur la dépression, le suicide bien évidemment, avec un focus sur les sujets âgés hommes de plus de 75 ans, qui sont la catégorie de la population où le risque suicidaire est le plus important. La prescription des psychotropes, là encore un vrai problème de santé publique. 3/4 des sujets en institution ont au moins un psychotrope, mais parfois 2, 3, 4, parfois de la même classe thérapeutique. Et il est très important aussi d'avoir cette notion de déprescription en tête dans ces établissements pour, là encore, améliorer la qualité de vie des patients et éviter tous les effets secondaires bien connus avec les psychotropes chez le sujet âgé. Et en corollaire, une autre notion importante dans les services de psychiatrie publique, on assiste depuis, on va dire, une quinzaine d'années, un petit peu moins, à une augmentation régulière, constante de la proportion de sujets très âgés qui sont en psychiatrie, y compris les plus de 80 ans. Donc, de plus en plus, les psychiatres sont confrontés à des sujets âgés, très âgés, qui présentent des pathologies psychiatriques. Donc, nécessité
de mieux former les futurs psychiatres et de créer cette surspécialisation en psychiatrie de la personne âgée, mais j'y reviendrai en parlant de l'option. Alors, juste quelques mots sur l'étude CSA, qui est l'étude cohorte schizophrène âgée, que nous avons initiée il y a maintenant une dizaine d'années, et qui a permis donc de recueillir des données sur la file active globale des secteurs de psychiatrie, sur l'offre de soins en gérontopsychiatrie qui est proposée, également de constituer la première cohorte nationale de patients schizophrènes âgés. Alors, les chiffres ne sont pas forcément très impressionnants quand on les voit, c'est plus de 300 patients, mais il faut savoir que c'est la plus grande cohorte au niveau international de patients schizophrènes âgés qui, malheureusement, font l'objet de très peu d'études au niveau scientifique, au niveau international. Ça, c'est vraiment à déplorer. Donc, l'objectif principal de cette cohorte, c'était d'étudier les taux et les causes de mortalité sur une période de 5 ans chez les patients schizophrènes, comparativement à 2 autres groupes de patients suivis par les mêmes secteurs de psychiatrie, et qui présentaient, avec un âge équivalent, d'autres pathologies psychiatriques d'évolution chronique, comme le trouble bipolaire ou le trouble dépressif récurrent. Nous avons déjà pu valoriser cette cohorte par 12 articles internationaux que je vais vous présenter rapidement. Je ne vais pas du tout les détailler, mais je tenais à passer cette diapositive parce que peut-être certains d'entre vous se retrouveront sur cette diapositive. L'objectif, c'était vraiment de faire un travail collaboratif au niveau national. 122 secteurs de psychiatrie adulte ont participé, donc merci globalement à tous ceux qui ont participé. Et si vous êtes dans la salle, un double merci pour votre participation. Et je tiens aussi à signaler que tous les auteurs ont été cités dans les différentes publications comme liste de co-auteurs. Donc voilà, c'était normal de les associer à ces différentes publications. Publications que je ne vais pas détailler évidemment, mais elles ont porté soit sur la symptomatologie psychiatrique, soit sur le recours aux soins psychiatriques, soit sur les psychotropes, le syndrome métabolique ou encore la qualité de vie, qui est vraiment quelque chose de très important pour le patient schizophrène vieillissant. La première étape de cette étude était, comme je vous l'ai dit, de faire un état des lieux à la fois sur la file active globale des différents secteurs de psychiatrie et, en regard de ces chiffres, d'identifier quelle était l'offre de soins en gérontopsychiatrie proposée en France. Alors, vous pouvez constater que c'est pas très brillant, puisque on évaluait que un quart, 27% de la file active globale était composée de patients qui étaient âgés de plus de 60 ans. Alors, vous savez qu'en psychiatrie de la personne âgée, on n'a pas l'âge seuil de 75 ans comme en gériatrie, on est plutôt aux alentours de 60-65 ans. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, 25%, donc un quart des patients suivis par les secteurs de psychiatrie adulte, relèveraient de la psychiatrie de la personne âgée. On peut modérer un petit peu ce seuil parce que, bien sûr, vous avez des patients de 60-65 ans qui ont un premier épisode dépressif qui ne relève pas de la surspécialisation psychiatrie de la personne âgée. Mais en regard de ces chiffres très élevés, 25%, 27%, on peut constater que très peu des 112 secteurs proposaient une offre de soins spécialisés en gérontopsychiatrie. Il n'y en avait que 13 qui avaient des lits d'hospitalisation, très peu, entre 4 et 30, une moyenne de 15 lits. Très peu, encore moins, avaient un hôpital de jour spécialisé en gérontopsychiatrie. Les consultations, on était un petit peu plus élevés, on était à 29 sur l'ensemble des secteurs participants. Et pour la liaison, on était à 16. Donc vraiment très très en deçà du besoin identifié par la proportion de sujets âgés. Donc, si on fait un bilan d'étape aujourd'hui de comment les choses ont pu se structurer, eh bien, je vous rappelle aussi cette donnée, qui date un petit peu, c'était 2007, mais la France avait été classée par l'OMS en 18e position au niveau international en termes d'offres de soins structurées, organisées en psychiatrie de la personne âgée. Donc, en 2007, le constat, c'était que beaucoup de choses restaient à faire pour mieux identifier les structures de soins, apporter de la lisibilité, de la clarté, de l'organisation à la psychiatrie de la personne âgée. Donc, 15 ans après, où est-ce que nous en sommes ? Je vous propose ensemble de faire un petit peu un bilan de ce qui a pu être fait pendant ces 15 années. Alors, il faut commencer ce bilan par faire un état des lieux des obstacles. Pourquoi est-ce qu'en 2007 encore on était si mal classé ? Et pourquoi la psychiatrie de la personne âgée, qui pourtant rassemblait beaucoup de professionnels, qui en faisaient au quotidien, pourquoi en France on n'avait pas plus de reconnaissance, de lisibilité et d'organisation ? Alors, la première question, justement, c'est une question de lisibilité, avec une confusion récurrente entre gérontopsychiatrie, psychogériatrie. Vous savez que l'association a changé de dénomination. Je crois que c'était important de bien clarifier les choses. Donc, la clarification sémantique qui a été adoptée, c'est dorénavant de qualifier notre surspécialisation, en psychiatrie, j'entends, de psychiatrie de la personne âgée ou du sujet âgé. Alors, ça ne se substitue pas à la psychogériatrie, mais ça permet de mieux clarifier les compétences et les rôles respectifs des uns et des autres, mais j'y reviendrai après.
Le deuxième obstacle en termes de lisibilité, de clarté, c'était la question que j'ai évoquée rapidement juste avant de l'âge seuil. Gériatrie 75 ans, psychiatrie de la personne âgée, compte tenu de la mortalité prématurée des patients schizophrènes, bipolaires, qui ont une vie amputée à la naissance de 15 à 20 ans, pour différentes causes. La première cause étant la mortalité de cause naturelle, puis le suicide, puis les causes accidentelles. Eh bien, l'âge seuil est plutôt considéré aux alentours de 65, voire 60 ans, d'où ce chiffre de 27% des files actives que je vous présentais il y a un instant. Le troisième obstacle identifié, c'était une question de formation. Elle était insuffisante en psychiatrie de la personne âgée, alors même, je vous l'ai dit, que la file active représentait 25% des patients. Donc, le constat a été d'avoir comme objectif de se fixer un socle de formation commun, national, de créer des formations qualifiantes, de créer des diplômes universitaires qui adoptent, je dirais, un référentiel de pratique de compétences à peu près homogène. Parce que, je l'ai déjà évoqué il y a un instant, beaucoup au niveau national, en 2007, mais bien avant, faisaient de la gérontopsychiatrie ou de la psychogériatrie, mais sans forcément se référer à des bonnes pratiques de recommandation communes. Donc je crois que ça n'altérait pas la qualité des soins qui étaient prodigués, qu'on soit bien clair, mais ça par contre compromettait beaucoup la lisibilité, la clarté, et les professionnels, le grand public n'avait pas forcément une idée précise de ce que les uns et les autres pouvaient proposer. Quatrième obstacle important, le filtre d'accès aux soins. Alors là, on est vraiment dans l'obstacle qui est lié au sujet cible, donc les sujets âgés, davantage de situations de précarité, de plus grandes difficultés de mobilité et d'absence de filières spécifiques au sein des SAU, avec nécessité donc d'aller au-devant des patients. Cécile Anon vous a parlé tout à l'heure des équipes mobiles. On verra aussi que c'est quelque chose de très important à développer en psychiatrie des personnes âgées. Donc il faut s'adapter aux particularités des patients âgés que nous avons à prendre en charge. Le cinquième obstacle, c'est l'offre de soins en tant que telle, en PPA. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais elle était hétérogène d'un territoire à l'autre, à la fois en densité, mais également en structuration, avec des appellations différentes, des modalités de fonctionnement différentes, ce qui n'enlevait pas du tout, j'insiste vraiment sur ce point, sur la qualité des soins qui étaient donnés, mais altérait la communication qu'on pouvait faire de ces structures. Il y a un enjeu, bien sûr, associé tout à fait éthique, d'accès et d'équité aux soins. Entrée tardive dans le parcours de soins adaptés qui explique que très souvent, trop souvent, les patients âgés décompensaient progressivement sur leur lieu de vie, au domicile le plus souvent, et n'arrivaient dans la filière de soins que très tardivement, le plus souvent via un passage aux urgences, qui est la pire des façons pour intégrer le parcours de soins spécialisé en psychiatrie. Donc là encore, nécessité d'identifier des parcours de soins et d'avoir une clarification de notre offre de soins. Un autre obstacle qu'on peut également citer parmi eux, ce sont les intrications somatiques qui peuvent faire peur à certains psychiatres. Donc nécessité de compétences croisées, à la fois gériatriques, neurologiques, de plateaux techniques adossés aux unités de gérontopsychiatrie, de partenariats clairement identifiés entre psychiatres, gériatres, neurologues, mais toujours, j'insiste bien sur ce point, en clarifiant les rôles respectifs et les modalités de collaboration. Un psychiatre ne peut pas se substituer à un gériatre ne peut pas se substituer à un psychiatre. Il est important d'avoir des connaissances communes, socles, mais après, il faut travailler sur un mode de partenariat, de collaboration. Alors, ces constats ayant été faits, nous avons dessiné une feuille de route, on peut l'appeler comme ça, sur les objectifs à atteindre dans les 5 à 10 années. Donc là, on en a 15 ans, on va voir ce qui a été fait. Et ça, c'est très classique, c'est une gradation des soins qui n'est pas du tout propre ni à la psychiatrie de la personne âgée, ni même à la psychiatrie. C'est une gradation des soins qui concerne toutes les spécialités. Niveau 1, 2, 3, 1 proximité, 2 territorial et 3 régional, avec le centre ressources qui se situe à ce niveau-là. Donc je vais passer ça assez vite pour ne pas vous alourdir trop de strates de fonctionnement trop absconte, mais la première strate au niveau de proximité, bien évidemment, vous le savez au quotidien, ce sont les médecins de proximité, généralistes, mais également les intervenants médico-sociaux, associatifs, les clics par exemple, qu'il faut sensibiliser, si ce n'est former, au repérage des troubles mentaux et aux risques suicidaires chez le sujet âgé. Donc là, il y a un effort de formation, d'information de ces intervenants de premier niveau. L'autre grand maillon du niveau 1 de proximité, ce sont les centres médico-psychologiques, donc des centres médico-psychiatriques, donc des secteurs de psychiatrie adulte. Et là, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était à terme d'avoir au moins 2 référents par CMP,
Ça peut être un médecin, ça peut être des professionnels non médecins, des IDE, des IPA, des psychologues, et un médecin référent formé en PPA par secteur de psychiatrie adulte. Je vous rappelle qu'en France, il y a plus de 600 secteurs de psychiatrie adulte, donc ça voudrait dire à terme former au moins 600 futurs psychiatres à la psychiatrie de la personne âgée. L'objectif n'est pas atteint, mais on espère un jour qu'il le sera. Renforcer le rôle des IDE, avoir des IPA formés en psychiatrie de la personne âgée. On est un peu en retard sur cet aspect-là. On a beaucoup d'IPA qui se forment en addictologie, beaucoup moins en psychiatrie de la personne âgée. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à viser comme objectif prioritaire. Formaliser des conventions avec les EHPAD du secteur, bien évidemment, et développer les programmes de soutien dédiés aux aidants. Ça, c'est une commande spécifique de la DGOS et des ARS, mais c'est un objectif très important qui peut être saisi par les CMP et la valence psychiatrie de la personne âgée de ces structures de secteur. Voilà pour le premier niveau. J'enchaîne assez vite sur le niveau 2, qui est le niveau territorial ou infraterritorial de recours. En gros, c'est le niveau départemental, pour faire des choses simples. Et c'est à cet échelon-là que se situent les équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée. Donc là, je ne vais pas reprendre tous les éléments cardinaux des équipes mobiles, puisque Cécile Hanon vous en a parlé, avec les grands objectifs. Elle vous a également présenté le guide des recommandations et le cahier des charges qu'on a établi pour l'Île-de-France et qui, à terme, pourra également servir de cahier des charges national. Donc ce sont des missions de premier contact et jamais de suivi. En tout cas, c'est l'esprit des équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée. En gros, c'est 2, 3, 4 consultations. Et après, en fonction des troubles psychiatriques, neurodégénératifs, gériatriques, on passe la main à une structure de relais qui va assurer le suivi. D'où l'importance d'avoir ces partenariats contractualisés avec les structures de psychiatrie du secteur, les CMP, qui ne doivent pas abandonner les sujets âgés, mais vraiment les intégrer dans leur suivi de file active. Voilà, donc idéalement, il est vrai que ces équipes mobiles doivent être adossées à des lits de psychiatrie de la personne âgée. C'est loin d'être le cas dans tous les cas, mais idéalement, c'est le cas. Et on vient de manière sur le territoire avec les équipes mobiles de gériatrie, le médico-social, les CLIC, Maya et le réseau de villes. Le deuxième maillon du niveau 2 départemental, ce sont ces fameux lits d'hospitalisation dédiés. On avait envisagé un objectif premier de 15 lits minimum par département. Alors dans certains départements, c'est largement obtenu. En Île-de-France, c'est tout juste le cas, un petit peu dépassé. Mais dans beaucoup de régions, il n'y a pas ces 15 lits par département. Donc ça reste un objectif à atteindre, avec bien sûr un accès aux thérapeutiques innovantes, au minimum recours aux électroconvulsivothérapies, plateaux techniques, prise en charge somatique et les structures d'aval organisées. Donc 15 lits départementaux intersectoriels. Les hôpitaux de jour se situent également au niveau 2 et la coordination territoriale qui va avec des formations professionnelles, une clarification des rôles respectifs. Vraiment, ça c'est un leitmotiv, j'insiste beaucoup là-dessus. La clarification des parcours de soins, dont les cas complexes et les outils de liaison qui visent à développer un dossier commun qui va être partagé entre professionnels et qui assurera une meilleure qualité des soins et un suivi des informations pour chaque patient. J'en arrive au niveau 3 qui nous intéresse plus spécifiquement pour cette présentation. C'est le niveau 3 donc régional de référence avec 2 structures. Le comité technique régional, là aussi qui n'a rien de particulier à la psychiatrie ou à la psychiatrie de la personne âgée, qui associe usagers et professionnels et qui est censé donner des recommandations pour les principaux objectifs à venir. Bien sûr, des conventions, un travail en réseau et les centres ressources régionaux, tels que je vous l'ai présenté, tel qu'il a été créé à Corentin-Selton, qui doivent être un centre de référence hospitalo-universitaire avec de l'enseignement, de la recherche, la prise en charge des cas complexes et qui a pour principal rôle d'être un pôle d'attractivité pour la discipline. Il faut attirer des professionnels. Vous êtes tous concernés aujourd'hui par le départ des IDE, la moindre attractivité de nos structures, notamment hospitalières. Je crois que la psychiatrie de la personne âgée a aussi besoin de se vendre, de montrer une image positive, innovante. Donc c'est aussi le rôle de ces structures hospitalo-universitaires. Alors, il faut évidemment parler un peu d'argent et des sources de financement, parce que tout ça, c'est bien joli. Vous avez vu que les projets sont ambitieux, nationaux. Il faut bien sûr pouvoir leur adosser des sources de financement potentielles. Donc il y en a relativement peu, je ne voudrais pas vous décevoir, mais c'est malheureusement le cas. Vous êtes au courant qu'il y a une commission nationale psychiatrie qui est dirigée par le professeur Michel Lejoyeux au niveau de la DGOS
Il y a un groupe de travail psychiatrie de la personne âgée, et ce groupe a pour ambition de promouvoir la psychiatrie de la personne âgée et d'essayer d'obtenir des moyens supplémentaires. Un des premiers objectifs de cette commission et de ce groupe de travail a été, et ça a été annoncé lors des Assises nationales de la psychiatrie en septembre 2021, d'obtenir 2 fois 5 millions d'euros pour créer des équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée, pour obtenir à terme un meilleur maillage sur l'ensemble du pays de ces équipes mobiles. Cécile vous a parlé des résultats pour l'Île-de-France, mais au niveau national, il y a eu un certain nombre de créations d'équipes nouvelles. Il y aura une reconduction l'année prochaine, donc à nouveau 5 millions. Donc on espère que petit à petit, l'ensemble du territoire pourra développer des équipes mobiles. Et rappeler bien sûr le rôle de l'ARS qui est essentiel dans l'attribution de crédits supplémentaires et dans le financement de ces centres ressources régionaux. Un mot sur l'option tardive de psychiatrie de la personne âgée qui concerne cette fois donc les internes et les futurs psychiatres. En 2017, nous avions eu la création pour la première fois d'une option de surspécialisation en psychiatrie de la personne âgée pour les internes du DES de psychiatrie qui n'existait pas jusqu'à présent, alors même que l'ensemble des pays européens avaient déjà développé cette option de surspécialisation. Donc on était très en retard en France et en 2017, création enfin de cette option. La psychiatrie de la personne âgée devenait une surspécialisation au même titre que la pédopsychiatrie. Il y a maintenant un peu plus d'un an, deuxième mouture de la réforme du DES de psychiatrie, l'option de PPA est devenue une option tardive. Alors, c'est pas du tout péjoratif, ça veut dire que les internes se positionnent un petit peu plus tard dans le cursus pour se former à cette option. Maintenant, tous les internes feront 5 ans d'internat, et parmi les autres options tardives ont été créées une option périnatalité et une option psychiatrie médico-légale. Donc, voilà, ce que nous avons acquis en 2017 reste un acquis. Et nous avons maintenant une nouvelle génération de psychiatres qui s'est inscrite à cette option et qui se forme en psychiatrie de la personne âgée. Donc on aura des surspécialistes reconnus officiellement en psychiatrie de la personne âgée. C'est vraiment une avancée tout à fait importante. Alors je passe pour ne pas être trop long sur la maquette. Vous voyez qu'il y a un stage qui n'est pas obligatoire pour ne pas avoir un effet repellant, mais vraiment être au plus aussi attractif. Mais nous recommandons malgré tout que l'interne puisse se former un minimum en gériatrie et ou en neurologie, principalement, vous l'avez compris, pour les pathologies neurodégénératives très fréquentes lors du vieillissement. Je voulais également citer l'ANIPA, qui est l'Association nationale des internes en psychiatrie de la personne âgée, qui nous aide beaucoup aussi pour promouvoir cette option et attirer de nouveaux confrères. Alors, j'en arrive au CRR-PSA, qui a donc été créé en 2013, donc ça fait une dizaine d'années. Vous avez là l'ensemble des membres qui constituent l'équipe du CRR. Donc évidemment, il y a des psychiatres, Cécile, Franz Hauser qui est également intervenu, Nicole Hurtel, Anne-Sophie Seigneury. Je ne vais pas tous les citer. Nous avons la chance d'avoir une neurologue à temps plein qui est le docteur Lucie Obeka. Et nous avons des neuropsychologues, des psychologues, psychomotes, cadres évidemment, IDE pour l'équipe mobile et assistance sociale et secrétariat bien évidemment. Et un site internet sur lequel vous pouvez accéder au Vademecum que vous a présenté Cécile tout à l'heure, qui est un document vraiment très bien fait, un petit peu long pour un guide, puisqu'il fait 45 pages, mais avec plein d'infos extrêmement pratiques pour les équipes qui interviennent dans ces équipes mobiles. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter, à le télécharger, il est tout à fait accessible. Alors, les missions du CRR, telles qu'elles ont été définies à sa création, vous les avez synthétisées sur cette diapositive. Évidemment, au niveau clinique, c'est la gestion principalement des cas complexes. On nous adresse les situations d'échec thérapeutique ou d'intrication neuropsychiatrique avec nécessité de bien clarifier les éventuels diagnostics différentiels. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Un rôle très important dans la formation, qu'elle soit professionnelle ou universitaire, avec le DU de psychiatrie du sujet âgé, mais également les enseignements à la fois régionaux et nationaux pour l'option PPA pour le DS de psychiatrie, la recherche, des recherches en épidémio principalement, mais également en soins infirmiers, les questions d'éthique, qualité des soins. Cécile Hanon, qui a une double formation en psychiatrie de la personne âgée et en éthique, pilote cette mission du CRR. Et en termes de ressources, nous avons une mission de coordination de l'ensemble des professionnels et de fournir aux professionnels qui souhaitent avoir des infos à la fois sur les bonnes pratiques, sur les recommandations. Nous avons à disposition des infos précises sur toutes ces questions.
Alors, le bilan du CRR, là aussi, je ne vais pas lire toutes ces diapositives parce que je dépassais, je pense, mon temps de parole, mais vous voyez les principales actions qui ont été faites. Ça a été dans un premier temps de décrocher cette option PPA. Je crois que le CRR a été très mobilisé avec les internes aussi, qui se sont beaucoup mobilisés pour qu'on obtienne enfin cette reconnaissance officielle. Et après, il a fallu évidemment constituer l'enseignement pour les différents stades du cursus de l'interne en termes de formation plus ou moins spécialisée. Le DU qui accueille chaque année 40 à 45 inscrits, on va passer à 50-60 à partir de l'an prochain. Des formations professionnelles sous forme de journées thématiques, les journées cliniques des EMSA, les journées scientifiques et des collaborations européennes, principalement via l'EPA, là encore avec Cécile qui est très impliquée au niveau de l'EPA. Alors la recherche, elle est thématique, en épidémio, descriptive analytique, modélisation des cas nosographiques en psychiatrie, ça c'est vraiment très important pour nous. La finalité, bien sûr, c'est de décrire les prévalences et les spécificités des troubles psychiatriques chez le sujet âgé, de mieux appréhender les comorbidités et d'affiner les propositions thérapeutiques. Des collaborations internationales très importantes aussi pour nous, principalement avec Columbia, mais également Washington, Duke et Stanford. Et j'en viens à quelque chose peut-être d'encore plus important, ce sont les recommandations de bonnes pratiques que nous proposons en psychiatrie de la personne âgée. Elles sont très diverses. Je vais vous présenter juste après 2 exemples d'algorithmes médicamenteux. On est un peu démunis lorsqu'on regarde la littérature pour la psychiatrie de la personne âgée. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais la proportion d'études scientifiques et notamment d'essais contrôlés randomisés pour l'efficacité et la tolérance des traitements médicamenteux chez le sujet âgé, il y en a extrêmement peu dans la littérature. On a très peu de données de preuves robustes pour préconiser tel ou tel psychotrope dans telle ou telle indication. Donc il nous a paru vraiment très important de proposer ces recommandations qui se basent sur la littérature existante, mais également sur des consensus d'experts et la prise en compte peut-être encore plus que chez l'adulte non âgé des profils de tolérance. C'est ce que je vais vous présenter juste après. Mais on a également établi des recommandations des prises en charge non médicamenteuses des symptômes psychocomportementaux des démences, des protocoles de prévention de différents risques somatiques, avec toujours une valorisation. Donc, un exemple que je voulais vous montrer, là encore, tous ces algorithmes sont disponibles sur le site du CRR. Là, c'est un exemple de la dépression bipolaire. Donc, on propose un algorithme de prescription qui, en fonction de la réponse ou de la non-réponse à une première ligne, puis à une deuxième ligne de traitement, eh bien, vous propose des alternatives médicamenteuses. Donc, je le dis bien, ça ne se base pas que sur des études contrôlées, randomisées versus placebo, donc les études considérées encore aujourd'hui comme les études pivotales, dures pour accorder les AMM pour les psychotropes, mais ça mixe un certain nombre de données et les profils de tolérance sont pris en considération de manière prioritaire. Là encore, je ne vais pas le détailler, vous pouvez le regarder si vous voulez là rapidement et ils seront disponibles sur le site du CRR. Mais c'est vraiment un atout, je pense, pour clarifier un petit peu les modalités de prescription chez le sujet âgé. C'est pas facile. Vous savez, ça c'est une constante que les psychotropes chez le sujet âgé ont un délai d'action différé. Donc c'est très important, certes, de suivre ces recommandations, ou ne pas les suivre, faites ce que vous voulez, mais surtout de bien respecter des durées suffisantes de prescription des différents traitements qui mettent un petit peu plus de temps pour agir. Un autre exemple, c'est pour la manie. Nous avions également proposé un algorithme de prescription. Donc là aussi, je vous laisse regarder. Et si cela vous intéresse pour votre pratique, vous pouvez tout à fait y accéder sur le site. Le vadémécum destiné aux équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée, donc issu à la fois d'un appel à projet qui avait été lancé par la PHP et le fruit d'une réflexion en équipe collégiale. On n'a pas fait ça dans un bureau à 2, on a fait vraiment ça avec l'équipe mobile et d'autres équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée pour identifier quelles étaient les priorités, les points de blocage, les choses vraiment à clarifier pour le fonctionnement quotidien. Et vous avez accès aussi tout à fait librement à ce vadémécum. Les questions d'éthique, très importantes pour nous. Les mots-clés, c'est bien sûr amélioration de la qualité des soins, bien-traitance. On travaille sur ces questions à la fois au niveau local, au niveau de l'AP, au niveau du GH, mais également au niveau européen, au niveau de l'EPA. Nous sommes impliqués dans les réflexions stratégiques éthiques pour le sujet âgé. L'équipe mobile, là, je vais passer très vite, puisque Cécile vous en a parlé. Et pour reprendre ce qu'elle vous disait tout à l'heure, nous avons le 92 Sud. Donc c'est à peu près 500 000 habitants, 15 communes, 7 secteurs. Et nous intervenons sur l'ensemble avec une équipe constituée de psychiatres, Cécile Anon, Pierre Lavaux, et 2 IDE, Fatia Chaka et Magali Gilles, qui interviennent en première ligne, à la fois dans les EHPAD, mais également dans le lieu de résidence
privés, personnels des sujets âgés. Je précise ça parce que la DGOS a tendance à vouloir rédiger un cahier des charges qui limite le lieu d'intervention des équipes mobiles aux seuls EHPAD et pas aux lieux de résidence privés des patients, ce qui pour moi m'interroge parce que on intervient beaucoup hors EHPAD et parfois on découvre des situations tout à fait préoccupantes. Donc, petit point de désaccord avec la DGOS. La télémédecine, là encore, vous en a parlé juste avant, donc je ne vais pas détailler. Le petit point de nouveauté, c'est l'ARS qui vient de nous financer de manière pérenne à hauteur de 200 000 euros le projet de plateforme Support. Support, ça va être une plateforme multiconnectée, à la fois téléphonique, Internet et en télémédecine, téléconsultation, téléexpertise pour les sujets âgés. Donc voilà, ça va être une espèce de plateforme un petit peu moderne qui va permettre de donner de l'information, de proposer des avis et d'enclencher, le cas échéant, vers des téléconsultations, des téléexpertises. Donc cette plateforme Support va voir le jour dans très peu de temps. Alors les USPC, je ne veux pas vous en reparler puisque l'intervenant juste avant en avait dit quelques mots. Un point de précision, il a été dit que les choses n'étaient pas encore complètement décidées, c'est vrai. Les USPC neurologiques, pneumologiques ont déjà vu le jour. Quelques expérimentations en psychiatrie ont vu le jour, mais il y a encore une réflexion en cours sur un cahier des charges, puisque le précédent cahier des charges qui avait été fait mettait dans les USPC, entre guillemets, psychiatriques, des pathologies qui n'avaient rien de psychiatrique, qui étaient des pathologies plutôt démentielles, des épilepsies gravissimes. Donc il y a eu un lobbying de la part des psychiatres de la personne âgée dans ces instances pour remettre le curseur plus vers des pathologies psychiatriques de type schizophrénie, troubles bipolaires vieillissants. Vous avez bien sûr, vous le savez, au quotidien, des patients schizophrènes par exemple, qui à un âge relativement jeune ont déjà une perte d'autonomie qui ne leur permet pas de vivre en établissement, même en EHPAD. Donc on conçoit plutôt ces USPC comme une phase transitoire pendant 1 an, 2 ans de préparation à une entrée ultérieure en EHPAD. Donc c'est plutôt comme ça qu'on réfléchit actuellement le cahier des charges des USPC. Mais il reste un problème de financement pour les USPC qui n'est pas du tout résolu. Notre collègue nous parlait de 25 IDE pour 15 à 20 lits. Je crois qu'on n'aura jamais un financement à cette hauteur-là, donc il faut vraiment réfléchir aux indications de ces futures unités qui seront très importantes pour la psychiatrie. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je crois que j'ai déjà parlé une demi-heure. Entre institutions, c'est un sujet important. Et conclure en vous invitant et en vous suggérant de venir au prochain congrès français de psychiatrie qui aura lieu à Lyon en novembre et décembre 2023. Vous savez qu'on organise les JPPA, qui sont les journées psychiatrie de la personne âgée avec la SF3PA. Et on a un projet également en cours de discussion avec les internes de faire un séminaire national validant pour l'option PPA du 2S en marge du CFP, soit avant, soit juste après. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions. Je t'en posais une sur justement les financements, parce que c'est vrai que nous ici à Limoges, on essaie de. Oui. Nous ici à Limoges, on essaie de voir pour financer un petit peu d'essayer de mettre en place ce genre de centre au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est vrai que souvent les ARS nous disent bon voilà, c'est pas d'actualité ou c'est pas voilà tant que. Est-ce que toi tu as des notions particulières que bientôt on va prendre vraiment en considération la personne âgée, ses besoins au niveau des politiques publiques et que voilà. Oui, c'est une question compliquée, j'ai pas la réponse. Le sujet âgé, malheureusement, n'est pas tellement, je sais pas si c'est dans l'air du temps, en tout cas les politiques là, actuellement privilégient d'autres sous-groupes de la population que les sujets âgés. La psychiatrie non plus n'est pas tellement gâtée, j'ai envie de dire. Il y a eu le Ségur de la santé, les assises de la santé mentale, mais c'était un petit peu en dessous de ce qu'on espérait, la psychiatrie des personnes âgées, à part le financement pour les équipes mobiles qui vont se développer. Il n'y a pas eu d'autres signes, en particulier pour les CRR. Donc après, c'est un travail local avec les ARS. Il faut essayer de convaincre les ARS qui ont une marge de budget, de donner cette marge de budget pour les CRR ou pour d'autres actions en gérontopsie. Donc c'est plus un travail, je dirais, local
Au niveau national, on a été quand même très déçus de ce qui nous a été proposé. Il y a eu des avancées, j'essaie de vous les montrer, pour la formation, pour les internes, ça c'est très important. J'ai beaucoup insisté, je sais pas que je peux être trop lourd sur la clarté, la clarification des choses, parce que la psychiatrie de la personne âgée doit encore se battre pour être reconnue et avoir des moyens, on le voit bien. Donc si on n'est pas tous soudés avec des messages clairs, c'est vrai que là on n'est pas audible, hein, donc mais on n'a pas encore eu tout ce qu'on voulait. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors, nous, on travaille dans CMRR, donc on voit un petit peu ce que peut être un centre expert et que l'importance que c'est d'en avoir un et les difficultés ensuite de remplir toutes les missions. Donc, vous disiez qu'il y a d'autres régions de France qui se sont pourvues d'équivalents, même si c'est pas tout la même chose. Quelles sont les régions qui sont dotées actuellement? Alors, de mémoire, il y a Lille, Besançon. Je crois que... Pardon? Ah ben voilà, donc je vais vous laisser parler, alors dites-nous. Ouais. Ok. On fonctionne pas tout à fait comme vous parce que nous, on n'a pas d'équipe qui fait de la clinique. On a juste un médecin référent à 20% qui est le docteur Roche, qui est basé sur le CHU de Lille. Et sinon, on est plus là, donc on est 2 chargés de mission. Chacun pour sa région. Et l'idée, c'est plutôt de faire des recommandations de bonnes pratiques, promouvoir la formation, information, sensibilisation, communiquer le plus possible, faire sortir un peu l'expertise qui est souvent dans les hôpitaux aujourd'hui vers les acteurs. Ceux qui nous sollicitent beaucoup, ça va être le domicile, les acteurs de coordination comme les DAC et puis les EHPAD. Merci, non, c'est bien. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais les autres centres ressources, c'est pas des copier-coller du centre de Corentin, mais c'est normal. Parce que le territoire est différent, parce que les professionnels n'ont pas forcément la même formation. Donc moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des centres ressources qui ont un rôle important, comme vous le dites, pour promouvoir aussi ce qu'on fait et permettre aux patients âgés d'accéder à des soins plus adaptés. Donc c'est super. Moi, je suis ravi de voir que, même si c'est pas la même forme, que ça essaime à droite à gauche, c'est très bien. Oui, il y a Nantes, absolument, avec Samuel Bulto, et il y a d'autres projets en France. Toulouse, je crois que Christophe avait un projet, mais je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Oui, non, j'espère que ça va se démultiplier. Bientôt Limoges. Donc on va passer deuxième intervenant, le docteur le docteur Leslie Kartz-Piver. Donc neurologue, gériatre et psychiatre qui s'ignore. En fait, elle fait les 3 spécialités. Elle est une PG. Donc tu t'installes. On peut pas le mettre là-haut en fait, mais tu peux rester debout. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. Donc j'ai le plaisir de partager avec vous un travail qui rentre tout à fait dans la thématique de la journée, bien qu'il n'était pas tout à fait prévu au départ. Donc, ça, je ne sais pas enlever ça. Bon, en fait, ce travail, ça tombe bien, nous l'avons fait à Limoges avec Lyon, c'est-à-dire avec professeur Crolac-Salmon. Donc, en fait, on retrouve Monsieur Salmon avec nous. C'est un travail sur une formation anti-stigma. Alors, je réfléchissais à ce que vous présentiez tout à l'heure. Le stigma, la psychiatrie, on connaît. Les démences, on connaît. Les sujets âgés, on connaît. Ça fait beaucoup de stigmas cumulés. Et on peut comprendre pourquoi aussi on est des fois un petit peu les oubliés des politiques de santé. Donc, dans le cadre des maladies Alzheimer apparentées, il y a aussi des problématiques de stigma. Et je présente donc un projet d'une formation anti-stigma destinée aux médecins généralistes. C'est une initiative européenne et effectivement, elle a été montée par psychiatres, gériatres, moi neurologues et aussi les médecins généralistes, puisqu'on avait Nathalie Dumoitier et son collègue de Lyon qui avaient participé à ce projet. Alors, le stigma de dementia, alors je vous l'ai traduit en français assez vite, est en fait bien repéré depuis, là c'est
Là, c'est le World Asthma Report de 2012, donc qui décrit déjà le stigma comme étant un obstacle majeur à faire avancer la qualité des soins, parce que malgré tous les progrès dans le diagnostic, les traitements, la prise en charge dans tous les pays du monde, parce qu'il y a eu d'énormes progrès, on retrouve toujours un même obstacle de base qui est que les personnes concernées sont réticentes à reconnaître leurs difficultés et encore plus réticentes à aller demander de l'aide, à consulter. Et ça va pour les personnes malades, mais aussi pour les proches aussi qui de temps en temps préfèrent ne rien dire, attendre encore un peu. Mais ce stigma peut toucher aussi les professionnels, parce que là, dans notre situation, on s'est intéressé au rôle des médecins généralistes. Les médecins généralistes, bien sûr, ils sont en première ligne pour repérer les personnes, pour les orienter vers une consultation quand il y en a besoin. Et le constat, il est européen, mais il est mondial. Au moins 50% des cas de maladie Alzheimer apparentée ne sont pas diagnostiqués. Et ceux qui le sont souvent à des stades très tardifs, où nous sommes dans plutôt une démarche médico-sociale plus qu'une démarche diagnostique à proprement parler. Donc notre hypothèse, c'était que le stigma de la démence, parce que là le mot démence est stigmatisant, pouvait jouer un rôle dans la réticence des médecins à enclencher les démarches, d'où l'idée de monter une formation pour diagnostiquer, pour agir. Il ne s'agit pas de diagnostiquer seulement, mais aussi d'arriver derrière agir. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le programme, enfin ça coïncide avec le programme de Act on Dementia. Donc Act on Dementia, c'est une action jointe européenne qui a duré de 2016 à 2019, dont le rôle était de promouvoir l'implémentation d'actions coordonnées pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivaient avec une maladie Alzheimer et leurs proches. Et dans cette action, il y avait 4 bras, dont le bras diagnostic et période post-diagnostic qui était mené par professeur Krolak. Et dans ce cadre-là, je vous explique la hiérarchie des choses, l'articulation. Et nous, Limoges, nous avons été contactés du fait que nous avait déjà travaillé sur le stigma pour faire une proposition d'une action coordonnée. Vous voyez, il y avait aussi la coopération médecins généralistes et IDE, ça s'est passé à Toulouse, et la télémédecine qui s'est passée à Bordeaux, si je me rappelle bien. Donc, nous, Limoges, on a coordonné cette action autour du stigma, et nos partenaires, c'était Pologne, Bulgarie et Lyon aussi. Donc, notre objectif, c'était de travailler sur la stigmatisation que des médecins généralistes, qui est généralement inconsciente. Il ne s'agit pas de dire que les médecins sont eux-mêmes stigmatisants, mais de travailler sur, à être plus, à lutter contre ce stigma environnement qui, en travaillant sur des aspects éthiques et surtout des connaissances très pratiques. Alors, je vais rentrer dans le détail parce que ça peut sembler un peu flou. Voici une formation, j'allais dire, classique, académique, telle que nous les faisons tous en cours. On les a eu ça en cours et après on les fait nous-mêmes. Donc on commence par la définition, la classification, l'épidémiologie, les étiologies, peut-être même la neuropathologie, les signes cliniques, cognitifs, comportementaux, les moyens d'exploration, neuropsychologie, génétique et tout à fait à la fin, traitement prise en charge. Et quand il s'agit des maladies neurodégénératives, qu'est-ce qu'on vous dit généralement? Il n'y a pas de traitement. Bon, c'est pas très très enthousiasmant quand même. Donc nous, on a décidé de prendre la chose à l'envers et de commencer d'abord sur pourquoi diagnostiquer. C'est-à-dire finalement une démarche d'emblée éthique, c'est-à-dire quel est le bénéfice-risque de poser un risque de trouble neurocognitif majeur chez une personne. Est-ce que ça va lui apporter un mieux-être ou est-ce que ça va entraîner justement du stigma, une discrimination et une mauvaise qualité de vie? D'une fois qu'on a travaillé sur la balance bénéfice-risque, on peut bien sûr aborder les aspects éthiques qui font partie de ça aussi. L'aspect éthique qui est déjà la personne a le droit de connaître son diagnostic. Voilà donc, et de connaître sa maladie et d'être acteur dans sa maladie. Et du coup, ce grand préambule permet ensuite d'attaquer les stratégies diagnostiques et en particulier où le médecin généraliste se positionne dans cette stratégie, qui peut sembler, lorsqu'on présente tout l'aspect, le cours classique, le médecin généraliste a l'impression d'être très marginal, alors que là, on veut le mettre au centre de l'action. Et puis, l'annonce diagnostique est un moment clé, et qui est, d'ailleurs, on travaillait souvent sous forme d'ateliers, de vraiment de mise en situation. Et ensuite, une grande partie sur la prise en charge, les soins personnalisés, le repérage des situations risques, la prévention,
L'anticipation. Donc on a déjà un cours qui est beaucoup plus équilibré entre le pourquoi, un petit peu de comment, mais très pratique et centré sur le médecin généraliste, et surtout beaucoup de qu'est-ce qu'on fait derrière. Parce que je pense que c'est l'angoisse aussi, c'est très bien, je vais poser une démence, le diagnostic de démence ou trouble neurocognitif, et qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que finalement le patient va avoir un bénéfice quelconque de ce diagnostic? Alors pour vous expliquer un petit peu le schéma, on s'est réunis en novembre 2017, on a posé les jalons. En début d'année suivante, on a créé les questionnaires et les outils pour ce travail, parce que donc c'est des outils en français et en anglais. Ensuite, on a rencontré les Bulgares et les Polonais pour qu'ils traduisent dans leur propre langue. Et 6 mois plus tard, on a réussi à lancer les formations. Les formations se sont déroulées selon des calendriers un peu différents parce que chaque pays s'organise à sa façon. Donc en Bulgarie, par exemple, ils avaient organisé 2 sessions. Et sur ces sessions, le matin était consacré à une formation dite classique et l'après-midi, plus des ateliers, du contenu éthique, de l'anti-stigma. Nous, à Limoges, on a fait les sessions, 3 sessions d'une journée entière, que des ateliers, avec du contenu anti-stigma, avec le même programme que je viens de vous présenter. On a suivi exactement cet ordre-là. À Lyon, une journée entière avec des conférences le matin et des ateliers l'après-midi. Et Pologne, ils ont carrément scindé les 2 programmes, un programme plus classique et un programme anti-stigma. Une fois que toutes ces formations ont eu lieu, il a fallu brasser toutes ces données, commencer à faire quelques communications, et le travail s'est terminé par la présentation globale de Act on Dementia avec tous ces workshops à Oslo en 2019. Donc ça a été assez trépidant comme rythme. Donc voilà. Donc je vous présente la partie études parce que c'est ça qui est intéressant aussi. On a voulu finalement se poser là-dessus en disant voilà, on a des données intéressantes, on va décrire les stéréotypes et le sentiment des compétences des participants à ces travaux, à ces formations, et évaluer l'impact de la formation sur ces indicateurs-là. Donc, les personnes, quand ils venaient, c'est des personnes volontaires qui étaient invitées, ils remplissaient un consentement, un pré-test, et après la formation, un post-test, et un petit questionnaire de satisfaction. Qu'est-ce qu'on a recueilli? Donc, beaucoup de données sociodémographiques. Les données sur leur formation, parce que il y avait des médecins généralistes, il y avait des neurologues, il y avait des infirmières, il y avait des internes en gériatrie, en neurologie, en psychiatrie. La population qui nous intéressait, nous, c'était les médecins généralistes et les internes en médecine générale. Mais certains avaient eu des formations en gériatrie, donc ça a été pointé. Et puis on a voulu étudier l'expérience ou l'exposition, si je peux dire, aux maladies Alzheimer apparentées, qui pouvaient être soit professionnelles, par exemple le nombre de patients suivis par semaine, le travail ou non en structure EHPAD, et l'expérience personnelle qui est, j'ai été confrontée à cette maladie dans ma vie, auprès de ma famille ou de mes amis, j'ai vécu cette maladie de l'intérieur, si je peux dire. Et ensuite 2 échelles que je vais vous présenter au fur et à mesure, qui étaient faites pour ce travail. Donc, si on a enlevé toutes les autres populations, ça nous fait 192 participants, dont la majorité des médecins généralistes et des internes en médecine générale. Voilà la répartition. Donc, Bulgarie et Lyon étaient à peu près équivalents. Limoges était un peu moins, mais on est moins peuplé. Alors, peut-être que ça, c'était finalement relativement proportionnel par rapport à la population du site. Une grande prédominance de femmes, un âge moyen aux alentours de 50 ans, mais avec beaucoup de d'écart, parce que bien sûr les internes étaient plutôt aux alentours de 25-30 ans, et on avait dans certains pays, en Bulgarie en particulier, des praticiens qui étaient assez âgés. Donc dans cette population, on avait quand même une majorité de femmes. Si on regarde justement la répartition des internes, aussi en Bulgarie, il n'y avait pas d'internes. Les autres pays avaient donc en moyenne 30% d'internes sur les différents sites, et seul le site de Lyon avait des personnes qui ont déclaré une formation en gériatrie. En termes d'expérience, on voit là aussi qu'il y avait des différences. C'est les Bulgares qui voyaient le plus de patients par semaine. On a demandé plus de 5 patients par semaine. Et Limoges étaient ceux qui allaient, les médecins de Limoges étaient ceux qui se présentaient le plus, travaillaient le plus en EHPAD. Par contre, et je pense que c'est un élément intéressant, la proportion de gens qui avaient vécu dans leur vie personnelle une confrontation avec une maladie Alzheimer ou apparentée était identique, quel que soit. Enfin, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Donc voici un premier travail qu'on a fait. On a fait un travail bibliographique pour recueillir des stéréotypes, c'est-à-dire des idées reçues, si vous voulez, sur les maladies. Et on a demandé, du coup, on a présenté ces propositions, on a équilibré les propositions positives et négatives, il y en avait donc 9 de chaque, à quel point les personnes étaient d'accord avec la proposition. La proposition la plus
classique, par exemple, c'est inutile de faire le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer ou affection apparentée car il n'y a rien à faire. Donc c'est un stéréotype, vous êtes bien d'accord, c'est une phrase un peu choc, voilà. Et les gens se positionnent par rapport à ça. En fait, ces propositions étaient de l'ordre de 5 catégories. Il y avait l'absence de bénéfice du diagnostic, le stigma, l'absence de rôle du médecin généraliste, les difficultés de communication et le risque du diagnostic. Donc en fait, je ne sais pas si c'est très clair ça de loin, j'ai mis des petites étoiles sur ce qui ressortait, mais finalement ces stéréotypes, quand on les prend jusqu'à 50% des 49%, 50% des participants ont exprimé certains de ces stéréotypes. Et les plus fréquents, c'était peut-être une surprise, on s'attendait bien à la crainte du stigma, au risque du diagnostic, mais la difficulté à identifier le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge du patient, finalement, c'est ce qui est sorti de façon prépondérante. Et c'était c'était relativement identique entre les différentes villes. Là où il y a le stigma est sorti beaucoup plus, c'est en Bulgarie. Voilà. Et donc, il y avait un lien avec l'âge. Plus les personnes étaient âgées et les médecins généralistes, plus que les internes, présentaient plus de stéréotypes négatifs que les autres. Et, à contrario, ceux qui n'étaient pas formés en gériatrie aussi présentaient plus de stéréotypes négatifs. Le ressenti de compétence est une échelle beaucoup plus, intuitive. On a pris 16 situations cliniques qui suivent le parcours du malade, donc 4 situations sur la démarche diagnostique, 4 sur l'annonce diagnostique, 4 sur la prise en charge et 4 sur l'anticipation et la prévention. Et on a demandé aux gens quel était leur degré de confiance. Pardon, il y en a une douleur, je crois. Merci beaucoup, excuse-moi. Pardon. Donc, quelle était leur confiance sur leurs compétences dans ces situations-là? Là aussi, un Likert, et le plus ils répondaient positif, le plus le score était haut. Donc, par exemple, tel que, voilà, pour la démarche diagnostique, c'est identifier un trouble neurocognitif majeur, mineur. L'annonce diagnostique, c'est gérer le stress, anticiper les besoins, discuter de l'arrêté de la conduite aérobique. Donc, des situations très, très pratiques que nous rencontrons quotidiennement dans notre clinique. Donc, le sentiment de compétence, finalement, on trouve qu'on a de l'ordre de 60. Les Polonais étaient les plus forts, 70% de confiance, quel que soit l'item. On s'est dit que c'était peut-être culture dépendant, hein, peut-être qu'en Pologne, on se fait pas trop l'autocritique. On s'est posé la question. Ils étaient au top. Mais bon, comme je dis, peut-être que d'autres pays sont plus dans le doute, comme les Français, on a tendance toujours à se mettre en doute. Le fait est qu'il y avait quand même un bon niveau de confiance, 60-70%. Ce qui veut quand même dire à l'inverse que 30-40% des gens ne se sentent pas si confiants que ça. Et ce qui ressort surtout, c'est que c'est le processus diagnostique où il y a le plus de confiance et après, ça se dégringole un peu. Il y a déjà moins de confiance à ce niveau-là. Et là, on n'a pas trouvé de lien avec l'âge, le genre, la profession ou le mode d'exercice ou expérience. Alors, quel est l'effet de la formation? C'est ça qui va nous intéresser. Alors, j'ai pas mis des petites étoiles partout, mais tous les stéréotypes ont baissé. Donc, on a un effet significatif sur les 5 types de stéréotypes. Et ça a été plus efficace pour ceux qui, justement, n'avaient pas de formation en gériatrie. Alors, c'était intéressant parce que c'est eux qui avaient les stéréotypes les plus élevés au départ. Et aussi pour ceux qui travaillaient en EHPAD. Et en termes de confiance, tous les niveaux de confiance ont augmenté aussi. Mais on voit sur cette courbe que le niveau de confiance dans le processus diagnostique reste quand même plus élevé toujours que les autres. Et cet effet de confiance, c'était plus important sur ceux qui avaient moins d'expérience, finalement, les plus jeunes, et sur ceux qui voyaient moins de 5 patients par semaine. Donc, en fait, je vous rappelle un petit peu ce que c'est qu'un stéréotype. Un stéréotype, c'est des caractéristiques qu'un groupe social, on va dire la majorité, attribue à un groupe minoritaire pour les classer. Les gens, du coup, sont acceptables, pas acceptables, fréquentables, pas fréquentables. Voilà. C'est une classification finalement très instinctive que nous faisons. On est de l'ordre de la cognition sociale. Hein. On n'est pas encore du niveau d'un racisme ou d'un sexisme particulier, mais vraiment d'un réflexe. Voilà, devant ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là m'inspirent confiance ou pas? Ce sont des opinions toutes faites et qui ne sont pas basées sur quelque chose de réfléchi, mais vraiment une intuition. Et normalement, quand on est quelqu'un de raisonné ou de raisonnable, on peut modifier nos propres stéréotypes quand on est devant quelqu'un, bien sûr. Donc là, l'idée, c'est que les médecins généralistes, s'ils expriment ces stéréotypes,
C'est parce qu'ils sont comme nous tous, de la même culture, donc on a les mêmes stéréotypes. Mais le rôle du médecin généraliste, lui, c'est de faire du bien à son patient. Donc, la réticence de poser le diagnostic n'est pas une stigmatisation en soi, mais la crainte que le diagnostic puisse se retourner contre le patient, que le patient ensuite soit victime de discrimination, d'exclusion, etc. Donc, il faut travailler beaucoup sur bénéfice-risque. C'est ce qu'on a fait en tout premier lieu de notre formation, parce que je pense que c'est ça la crainte principale, et c'est ce qu'on retrouve finalement dans nos stéréotypes. Le rôle du médecin généraliste, on a vu que 40% des personnes ont émis des doutes sur le rôle du médecin généraliste dans ce type de prise en charge. On voit dans la littérature que c'est une étude qui a eu lieu en Portugal, par exemple, les médecins généralistes se déclaraient n'être pas vraiment concernés par les stades débutants. Il y a aussi beaucoup de médecins généralistes, à peu près la moitié, qui considèrent que le diagnostic au stade débutant n'est pas toujours bénéfique. Ça, c'est une étude qui s'est passée au Royaume-Uni. Certaines équipes font part d'un double tabou à propos de communiquer sur la maladie d'Alzheimer et la parenté. Double tabou, c'est-à-dire tabou de la part du professionnel comme tabou de la part de la personne qui consulte. Donc ces doubles tabous se superposent et personne n'en parle. Et puis, dans une des études sur les demandes des médecins sur quel type de formation ils aimeraient avoir, une des priorités dans leur demande, c'était apprendre à gérer l'annonce diagnostique, utiliser les bons mots, gérer le stress, tout ce qui va avec. Si on regarde un petit peu aussi ce qui se fait dans la littérature, il y a aussi eu des grandes campagnes de formation, au Royaume-Uni en particulier, en 2013, avec un groupe d'intervention, un groupe formé. Ils ont confronté des indicateurs, ils ont montré qu'il y avait une meilleure connaissance, mais à leur grande déception, pas de changement au niveau des indicateurs de prise en charge. En Australie, il y a aussi actuellement un programme très intéressant qu'on a découvert, nous, un petit peu après notre travail et qui nous a semblé vraiment intéressant. On s'en serait inspiré si on l'avait eu en 2018. En fait, le consensus qui ressort lorsqu'on regarde cette littérature, c'est que il s'agit plus d'augmenter la perception des médecins généralistes sur leur capacité à faire le diagnostic et sur l'importance des stades débutants et pourquoi il faut le faire à ce stade-là. Donc on se retrouve toujours sur le pourquoi qui est plus important que le comment, et ça rejoint notre formation anti-stigma comme la façon dont nous l'avons montée. Alors pour cette étude, je finis avec les points faibles. Alors effectivement, la population des médecins qui s'est présentée, eh bien c'était des volontaires. Peut-être que c'est ceux qui stigmatisent moins, parce que finalement ils ont bien eu envie d'aller à cette formation. Donc ils étaient prêts à parler de cette maladie et en entendre parler. Mais en tout cas, c'est pas une population randomisée. Et puis, il y avait bien sûr, ça aurait été l'idéal, aurait été de faire une évaluation 1 an plus tard, mais vous avez vu le calendrier comme il était serré, on n'a pas eu l'opportunité de le faire. Par contre, le point fort, c'est que finalement, on a des résultats qui ont été similaires sur 3 pays différents en Europe, avec des systèmes de soins différents. Donc finalement, le type même de formation est efficace, quel que soit le pays européen, la culture, et finalement, ça souligne. On revient à notre World Alzheimer Report en 2012, le stigma il est universel, et ça touche pas seulement une culture. Là, on a une étude européenne, mais on a le même stigma dans d'autres cultures. Alors, petite cerise sur le gâteau, je vous donne quand même, parce que je suis sûre que vous êtes curieux, l'avis de nos médecins généralistes 1 an après, parce que on n'avait pas les moyens de le faire à grande échelle, mais à Limoges, on a eu envie de réinterroger nos médecins généralistes. Bon, sur les 17 généralistes, je ne parle pas des internes, hein, mais les 17 généralistes, 13 ont bien voulu répondre 1 an plus tard. Est-ce que la formation leur avait aidé ou amené à changer leur pratique? Et en fait, on voit que quand même, globalement, il semble qu'il y a eu un impact. Alors, je vous laisse lire les détails, mais en particulier sur l'annonce diagnostique, on voit que c'est le point faible encore. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire autour de l'annonce diagnostique, parce qu'il n'y a que 50% qui ont pu ou souhaité changer leur façon de faire. Et là-dedans, on entend effectivement le choix des formulations, informer le patient et la famille, mettre l'accent sur ce qui sera conservé. Donc effectivement, c'est les clés sur la communication, comment est-ce qu'on communique une mauvaise nouvelle en particulier. Mais on voit que sur la procédure diagnostique, la prise en charge et les risques, là, ils avaient bien progressé. Donc je termine, les principaux messages à retenir, donc c'est que finalement, on a trouvé sur 3 pays différents des caractéristiques très similaires en termes de stéréotypes, en termes de profil de sentiment de compétence, et je mets l'accent sur la difficulté autour de l'annonce diagnostique qui reste, à mon idée, un point
important. Et la formation anti-stigma, donc je vous ai expliqué le principe, c'est-à-dire inverser le propos. Pourquoi déjà? D'abord, pourquoi faire le diagnostic? Travailler sur l'éthique d'abord, avant de rentrer sur le comment. Et aborder des problèmes très pratico-pratiques qui sont ceux qui vont être traités par les médecins généralistes, avec des contenus éthiques, des ateliers pratiques. Et notre suggestion, c'est que finalement, pourquoi on ne met pas en place dès les études de médecine? J'ai 2 filles qui ont fait médecine, les 2 ont passé l'internat, le contenu sur les maladies neurodégénératives dans le corpus de l'internat est ridicule. Hein, je veux dire, c'est absolument ridicule. À part qu'ils apprennent qu'il faut faire des PL et qu'il y a des amyloïdes augmentés, on leur apprend rien. Donc ça va pas. Ça. En plus, les ateliers, ce serait vraiment tout à fait adapté pour faire travailler les jeunes. Ça, c'est les recommandations qu'a fait l'Axe on Dementia en Europe. Donc, ils sont partis là-dessus sur diffuser l'information anti-stigma, pas seulement pour les médecins, mais pourquoi pas aussi aux autres professionnels, en particulier les infirmiers et les professionnels de santé, avec un accent sur l'éthique. Et puis, harmoniser les pratiques, en particulier sur l'annonce diagnostique. Nous avons des recommandations en France sur lesquelles on s'appuie quand on fait les cours, mais beaucoup de pays n'ont pas de recommandations. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en place. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Les gens sont trop fatigués. Alors, Dr Calvé, qui a fait les formations avec moi, tu as un petit vécu à rapporter? Merci Leslie pour cette présentation. C'est vraiment très enrichissant en fait ce genre de choses. Et alors je sais pas, personne pose des questions, mais vous n'avez pas été surpris du niveau de stigma des médecins généralistes. Ça vous a pas perturbé? Personne a l'air personne n'a l'air de réagir, mais c'est ça qui est surprenant en fait. Hein. C'est-à-dire que effectivement, on pourrait s'attendre à ce que des professionnels de santé qui sont, on va dire, férus ou habitués à traiter des patients, des maladies chroniques, etc. Finalement, soit pas stigmatisant ou une attitude. Et vous voyez, et en fait, on voit que les niveaux sont très élevés finalement. Et donc voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Après, l'autre aspect, c'est d'effectivement avoir mis en place cette formation, avoir réfléchi à plusieurs et puis l'avoir mis en place de façon concrète. Et je remercie donc effectivement Dr Kartspiver de m'avoir embarqué dans cette histoire. Pas de questions? Bon, on a beaucoup fatigué avec le programme, je pense. Donc nous allons achever donc on va les achever peut-être, par donc justement il y a eu beaucoup d'interrogations ce matin au symposium paramédicaux sur ce que sont les IPA, ce que les IPA peuvent apporter à la psychiatrie de la personne âgée, à la gériatrie. Et donc nous avons voulu en référence au thème du congrès psychiatre et gériatre dans la prise en charge, leur donner la parole pour qu'elles disent, puisque c'est tout récent, hein, le décret date de 2019, mais qu'elles nous disent après quelques années d'expérience ce qu'elles en retiennent et ce que en tout cas on peut mettre en place grâce à elles. Et qu'on peut éventuellement projeter si vous n'avez pas encore d'infirmiers de pratique avancée dans vos équipes. Voilà. Donc, je vais laisser la place au Roux. Qui commence? Bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. On va essayer de faire quelque chose d'un peu dynamique pour cette présentation sur l'infirmier en pratique avancée excusez-moi, vous voyez comme quoi je suis pas très douée, merci. Du coup, nous allons vous parler de l'infirmier en pratique avancée.
qui fait aujourd'hui parler, vous avez pu entendre dans les médias des choses quand même difficiles à entendre quand on fait partie de cette nouvelle profession. On a conscience que aujourd'hui il faut communiquer et du coup nous remercions la SF3PA et notamment le docteur Calvé de nous laisser cette place à la communication pour lever aussi les représentations sur ce nouveau métier. Alors je vais me présenter quand même parce que je pense que c'est important de comprendre un petit peu le parcours. Donc je suis Caroline Roux, je travaille au sein de la filière de psychiatrie de la personne âgée sur le CHS Quirol à Limoges. J'ai une expérience de 21 années en psychiatrie de la personne âgée, comme quoi on peut fidéliser, tout n'est pas perdu. Voilà, j'ai travaillé en unité d'hospitalisation aiguë, 10 ans en équipe mobile. Et aujourd'hui, j'exerce au sein d'une unité de consultation et de recherche qui s'appelle SUPA au sein du centre Jean-Marie Léger. Donc, vous m'entendez ? Oui. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Christelle Roux, donc je travaille dans le pôle de gérontologie clinique du CHU de Limoges. Donc j'interviens à la fois dans une équipe mobile extra-hospitalière qui s'appelle l'UPSAV, l'unité de prévention, de suivi et d'analyse du vieillissement, et j'interviens également dans le service de consultation du CHU de Limoges, du pôle de gérontologie clinique. Nous ne déclarons pas de conflit d'intérêts. On a parlé des déterminants en santé et pourquoi, dans quel contexte arrive la pratique avancée en France. Je pense qu'on a quand même pas mal abordé ça sur ces 2 jours. Donc je vais revenir brièvement. Donc le vieillissement de la population, c'est un premier déterminant. Selon l'OMS, la proportion des personnes âgées va doubler de 2015 à 2050. La part des individus qui déclarent une maladie chronique progresse de manière continue avec l'âge. Et la personne âgée, comme vous le savez, est souvent polypathologique et polymédiquée. Les déserts médicaux, donc c'est une difficulté à l'accès aux soins. Et les attentes et les besoins des usagers qui changent. Les usagers, ils sont connectés, ils ont envie d'avoir les informations, de comprendre ce qui se passe pour eux. Et le paradigme est en train de se modifier, ils deviennent acteurs de leur accompagnement. Le virage ambulatoire. Et l'émergence de ce nouveau métier infirmier, je tiens à le préciser, c'est une chance pour nous les infirmiers de pouvoir évoluer dans le corpus d'infirmiers en pratique avancée. L'expérience de la pratique avancée à l'étranger, est-ce que vous savez à peu près depuis combien de temps? Est-ce que quelqu'un sait? Parce que chez nous c'est nouveau, mais ouais, voilà, c'est dans les années 60 à peu près aux États-Unis et l'émergence, il y a eu une émergence aussi au Canada dans les années 70. Aujourd'hui, il y a plus de 60 pays qui ont implanté les IPA, la Suisse, l'Angleterre et je vous en passe. Donc, en France, qu'est-ce que cet éléphant? Est-ce que ça vous parle ou pas? Allez, il faut vous réveiller. Alors cet éléphant, c'est pour dire qu'en France, on a choisi un modèle hybride. Alors c'est pas parce que l'IPA trompe, mais c'est parce qu'on a choisi un modèle hybride. Le modèle hybride, il est entre l'infirmière praticienne et l'infirmière clinicienne spécialisée. Est-ce qu'il y a nécessité que je reprécise peut-être je vais vous le repréciser. Donc l'infirmière praticienne, elle est plutôt généraliste. Elle peut donc intervenir autour de différentes populations. La grande différence avec l'infirmière clinicienne spécialisée, c'est qu'elle aborde les personnes en premier recours. Ceux qui ont le diagnostic n'a pas encore, ceux dont le diagnostic n'a pas encore été posé, pardon. Et en plus du diagnostic infirmier, elle pose un diagnostic de pathologie. Et accolé à ça, vous avez l'infirmière clinicienne spécialisée qui, elle, est centrée dans un champ spécialisé. Donc ça peut être la personne âgée, ça peut être les soins aigus, ça peut être la santé mentale. Elle est experte dans son domaine, ce qui lui donne une légitimité pour intervenir auprès de ses pairs.
et son activité clinique se déroule lorsque le diagnostic de la pathologie est posé et dans les situations complexes. Du coup, je vais vous donner la définition du C2I qui est paru en 2008. Donc le C2I, c'est le Conseil international des infirmières qui a apporté sa définition de l'IPA. L'infirmière qui exerce en pratique avancée, c'est une infirmière diplômée avant tout, qui a acquis des connaissances théoriques et des savoir-faire aux prises de décisions complexes. De même que des compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de cette pratique avancée sont déterminées d'une part par le contexte dans lequel l'infirmier sera autorisé à exercer et aussi par rapport au territoire dans lequel elle exerce. Les grandes dates, on va aller vite. On a mis longtemps à accoucher de la pratique avancée. 2003, rapport du professeur Berland qui nous dit, qui préconisait la coopération entre les professionnels dans le transfert de tâches et de compétences. 2009, on a la loi HPST qui nous parle de coopération et qui introduit l'article 51. Et en 2016, enfin, il y a la loi de modernisation de l'article 119 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 qui a introduit le principe de la pratique avancée à toutes les professions paramédicales. Vous entendez bien, à toutes les professions paramédicales. Et en 2018, la première profession qui est choisie, c'est l'infirmier, avec la parution des premiers décrets sur les mentions que Christelle vous expliquera plus tard, mais notamment pathologie chronique stabilisée. Et en 2019, on a la mention psychiatrie et santé mentale qui apparaît un peu plus tard. En 2022, la loi Ma Santé 2022 vient renforcer les coopérations entre les professionnels de santé avec une réponse territoriale pour faciliter l'accès aux soins. Donc au niveau réglementaire, je vous l'ai dit, je vous passe les deux décrets 2018-2019. Qu'est-ce que fait l'infirmière en pratique avancée? Donc elle a des activités d'orientation, d'éducation, de prévention, de dépistage. Elle élabore des actes d'évaluation de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique. Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale et des prescriptions d'examens complémentaires, des renouvellements et des adaptations de prescriptions médicales. Tout ça, elle le fait pas toute seule. D'accord? Je pense que c'est important de le dire. Elle intervient au sein d'une équipe coordonnée et avec le psychiatre, donc pour ma mention, tous les cas, puisque seulement sur la mention psychiatrie et santé mentale, le psychiatre peut m'adresser des patients, c'est-à-dire qu'un médecin généraliste ne peut pas m'adresser de patients. Donc c'est ce qu'on appelle le protocole d'organisation. Et ce protocole d'organisation, il matérialise en fait les modalités de collaboration entre l'IPA et le médecin. C'est-à-dire à quel moment je décide de renvoyer le patient vers le médecin quand ça dépasse les limites de mon champ de compétences, comment on s'articule entre nous, comment on fait nos RCP, comment il y a une sorte de supervision et comment on échange. Voilà. Maintenant, Christelle va vous parler un petit peu des études. Donc, comment devenir IPA? Tout d'abord, c'est un cursus de 2 ans qui se passe à la faculté de médecine. Donc, on est reconnu grade niveau master. Donc, il faut être un infirmier expérimenté avec au moins 3 ans d'exercice. Donc, comment ça se déroule? En première année, en fait, c'est un tronc commun, un tronc généraliste. On pose les bases en fait de l'exercice de notre nouveau métier. Puis, en deuxième année, en fait, on se spécialise. On choisit une mention. Il y a différentes mentions qui existent dans notre master. Donc, il y a la première mention, donc c'est la mienne, celle que j'exerce, la mention pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires, qui date de 2018. Le décret est sorti en 2018.
Il y a également la mention oncologie et hémato-oncologie, mais aussi la mention maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale. Donc en fait, il faut savoir que ces 3 mentions sont apparues en 2018. Donc c'est les premières mentions qui ont été validées par un décret. Et ensuite est arrivée la mention psychiatrie et santé mentale en 2019. Et puis récemment, en 2021, est apparue la mention urgence. Donc pour ma mention, en fait, on a un arrêté qui définit les différentes pathologies chroniques stabilisées que l'on peut suivre. Donc les pathologies sont l'accident vasculaire cérébral, l'artériopathie chronique, la cardiopathie maladie coronaire, le diabète de type 1 et de type 2, l'insuffisance respiratoire chronique, la maladie d'Alzheimer et autres démences, la maladie de Parkinson et enfin l'épilepsie. Pour la mention de Caroline, la mention psychiatrie et santé mentale, il n'y a pas d'arrêté défini sur les pathologies. Elle peut suivre l'ensemble des pathologies de votre spécialité. Donc maintenant, où on peut exercer? Donc on exerce toujours en équipe pluridisciplinaire, à travers un réseau finalement. En ambulatoire, dans des équipes de soins primaires coordonnées par un médecin. On peut exercer également en centre médical de service de santé des armées, mais aussi en assistance d'un médecin spécialiste hors soins primaires. On exerce également dans des établissements de santé, mais aussi médico-social, et on peut exercer également dans l'hôpital des armées. Donc le message qu'on voulait faire passer avec Caroline, c'est qu'on est tout d'abord infirmier, on s'appuie sur le socle de compétences des infirmiers diplômés d'État et on vous a représenté un schéma pour bien illustrer ce concept. En fait, on est infirmier diplômé d'État, on a une expertise infirmier et donc notre master vient en fait nous élargir nos compétences finalement. Et la pratique avancée, c'est une évolution à l'intérieur d'une profession. Il n'y a pas de distinction, la distinction entre pratique généraliste et pratique avancée, c'est pas strictement lié aux actes réalisés. Elle se situe surtout sur des différences de niveau de compétences. Par exemple, on va pratiquer la recherche, on va intervenir dans la gestion de situations complexes. Oui, je pense que ce qu'il y a d'important au niveau des compétences, c'est le niveau de conceptualisation aussi qu'on aura acquis pendant nos études. Je pense que c'est un élément important, l'expérience et la gestion des situations complexes, comme l'a dit Christelle. Moi, je vais aborder un peu l'implantation des IPA. J'ai entendu des gens au sein du congrès dire les implantations sont difficiles. Oui, elles sont difficiles. Elles sont difficiles parce que on communique pas bien, on communique mal, parce que nos tutelles ont pas très bien communiqué non plus. Parce que il y a pas que l'IPA, il y a aussi tout un réseau derrière, il y a une institution, en tous les cas pour nous qui travaillons à l'hôpital. Donc les implantations sont vraiment difficiles. Cela étant, on a cherché un petit peu dans la littérature, et donc il y a une revue de littérature d'Aguilar et Colson et ses collaborateurs qui ont fait cette revue concernant les stratégies d'implantation de la pratique avancée en milieu hospitalier. Et donc, au sein de cette revue de littérature, il nous dit qu'il faut, alors je vais pas toute la détailler, mais il nous dit qu'il faut travailler sur la clarification des rôles de chacun afin de mettre en évidence la plus-value qualitative de la mise en place de la pratique avancée au sein d'un service. Du coup, il y a des facteurs quand même favorisant l'implantation, tels que les mécanismes de régulation politique et procédure. De quoi on va parler? On va parler de l'outil PEPA. C'est un outil qui a été validé et qui permet finalement de faciliter l'implantation en lien avec les besoins du territoire. Et du coup, quand je vous parle de besoins, ça veut dire que d'un territoire à un autre, l'IPA n'aura pas forcément toujours les mêmes missions. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui de l'entendre. Donc il y a l'outil PEPA, il y a l'impact de la législation, bien sûr, on en a parlé, le développement de la réglementation et des financements ciblés, le guide de la pratique clinique et le protocole d'implantation.
Il y a aussi la formation universitaire de l'IPA. Il faut qu'il y ait une définition cohérente de la pratique dans les inscriptions des savoirs, l'IPA dans un processus hospitalo-universitaire, avec des capacités de l'enseignement universitaire à réaliser un enseignement qui accroît les compétences. Il y a aussi un autre axe sur les supports et ressources administratives. Il y a des IPA qui finissent leurs études, qui n'ont pas de bureau, qui ne savent pas où elles vont être mises. Donc il n'y a rien qui a été anticipé. Il faut absolument les soutiens des médecins et de la direction des soins. C'est ce qu'on retrouve dans cette étude. Et pour le dernier point, c'est la sensibilisation des parties prenantes. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de clarification des rôles de l'IPA avec les acteurs du soin qui travaillent en relation directe avec eux. Et j'ai bien conscience qu'aujourd'hui on n'y est pas. Voilà, donc du coup vous avez l'outil PEPA que je vais pas détailler, mais je vous invite à aller le voir. Du coup, je vais laisser la parole à Christelle. Donc, dans notre profession, en fait, on a le modèle Emmerich. Le modèle Emmerich qui définit finalement les différents champs de compétences de l'infirmier en pratique avancée. Donc, certes, on a des missions de clinique, on fait des consultations, mais aussi on a des missions de collaboration, d'éthique, de recherche, de leadership et de formation. Donc, avec Caroline, on s'est dit qu'on allait vous présenter, en fait, vous faire un retour d'expérience de ces différents champs de compétences pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait au quotidien et nos différentes missions. Donc, quand on s'est posé toutes les deux pour réfléchir sur la clinique, on s'est dit, alors, on a échangé, on s'est dit qu'on se retrouvait autour de la personne âgée déjà et sa prise en charge globale. Et on se retrouvait sur des thématiques communes finalement, qui étaient le suivi de pathologies chroniques, mais aussi des consultations finalement de fragilité, de repérage de fragilité, des consultations d'aidants, parce que la personne âgée vit avec ses aidants, oui, et l'éducation thérapeutique. Donc, pour ma part, j'ai deux types de consultations vraiment dédiées. Donc, j'ai la consultation de suivi de la pathologie neurocognitive. Donc, les médecins gériatres m'orientent des patients atteints de maladies d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs. Et je fais un suivi de ces patients en alternance avec le gériatre. J'ai également des consultations avec les aidants afin de reprendre l'annonce diagnostique qui a été discutée tout à l'heure, mais aussi je vais pouvoir revoir avec eux toutes les difficultés qu'il y a au domicile afin de maintenir le plus longtemps le domicile. Et j'interviens également, je fais des consultations de fragilité. Donc j'interviens à domicile via l'équipe mobile extra-hospitalière où je fais une évaluation globale gériatrique, où je repère les différents déterminants de fragilité qui sont la cognition, la thymie, la nutrition, la mobilité, l'autonomie fonctionnelle, mais aussi je réalise un examen clinique. Et en fait, grâce à cette évaluation globale gériatrique, je vais pouvoir, avec l'équipe pluridisciplinaire, lors d'un staff, définir un plan personnalisé de santé qui sera en accord avec le patient, bien entendu, adressé aux médecins traitants et aux patients, bien sûr. Et suite à ce PPS, je vais pouvoir mettre en place des suivis de ces fragilités, je vais pouvoir réorienter en fait dans la filière gériatrique, mais aussi dans le système de santé. Donc voilà, et également, on a beaucoup parlé du programme ICOP. Donc, on est en train en ce moment d'implanter ce programme ICOP, donc de repérage de la fragilité de l'OMS, des soins intégrés pour les personnes âgées sur le territoire. Donc voilà mes missions pour la fragilité. Et puis je co-coordonne également un programme d'éducation thérapeutique dédié aux patients âgés polypathologiques. Donc c'est un programme avec 15 ateliers donc je réalise des bilans éducatifs, mais aussi j'anime des ateliers. Et puis en coordination avec le médecin, je déclare à l'ARS annuellement notre activité.
Alors du coup, je vais aborder un petit peu moi ce que je fais. En tous les cas, au niveau clinique, sur les consultations de suivi. Donc, comme vous pouvez le voir, je vois des patients de plus de 65 ans qui souffrent de troubles psychiques et leurs aidants. Donc, je fais aussi des consultations de repérage de fragilité, mais inclus à ma consultation de suivi. J'identifie les risques de rupture en lien avec l'environnement, l'observance thérapeutique, les suivis plus intensifs en sortie d'hospitalisation, parce qu'on sait au niveau de la littérature qu'il y a des retours en hospitalisation. Je rationalise les rechutes et j'accompagne les aidants. Le repérage des fragilités, j'ai oublié de vous le dire, j'oriente vers les professionnels. C'est-à-dire que nos personnes âgées, elles n'entendent pas, elles ne voient pas, et on les voit en consultation, elles n'ont pas du tout compris ce qu'on leur avait dit. Donc déjà, mon premier travail sur la consultation, c'est de me dire, est-ce qu'il y a un suivi ophtalmo? Est-ce qu'il a été opéré de la cataracte? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il comprend ce que je lui dis? Est-ce qu'il a été appareillé? Pourquoi il l'est pas? Donc en fait, je dégrossis toutes ces fragilités qui peuvent finalement engendrer des ruptures dans les parcours au long cours. Pardon. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'en fais des choses. Si, je travaille autour de la déprescription des benzodiazépines. Voilà. On s'est rendu compte en faisant une évaluation, pas très scientifique, mais que les patients effectivement gardaient leur benzodiazépine. Et du coup, moi, sur mes consultations, c'est l'occasion de travailler à la déprescription de ces benzodiazépines. J'utilise l'échelle ECA pour ceux qui la connaissent. Donc j'ai plus de temps à consacrer à ça que le médecin psychiatre qui peut le voir sur des consultations tous les 6 mois. Je travaille aussi à la déprescription d'autres psychotropes, notamment dans tout ce qui est troubles neurocognitifs, par rapport une fois qu'ils sont dans un environnement stable, en fait, parce que souvent les médecins n'osent pas enlever les thérapeutiques, notamment les médecins traitants, les thérapeutiques qui ont été prescrites par le psychiatre. Donc voilà, et après du coup j'accompagne l'équipe face à ça, je les appelle après chaque consultation pour leur expliquer et je fais preuve de disponibilité pour qu'ils me renvoient rapidement le patient en cas de décompensation ou de réapparition de la symptomatologie pour laquelle le traitement avait été mis en place. Je travaille aussi autour de l'éducation thérapeutique où j'ai animé des séances avec les assistants sociaux, avec les infirmiers aussi. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Après, au niveau des retours d'expérience, il y a d'autres missions. Il n'y a pas que la clinique. Il y a aussi des missions transversales. Et dans ces missions transversales, comme vous l'a présenté Christelle, selon le modèle Amric, il y a la formation. Donc, dans la formation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire l'enseignement universitaire, la formation des pairs et des aidants, l'accueil et l'accompagnement des étudiants IPA, comme les étudiants infirmiers, bien sûr, et l'évaluation des besoins de formation en collaboration avec les différents professionnels et les différents partenaires, notamment avec les cadres de santé. Au niveau de la recherche, je fais une veille scientifique autour de la bipolarité et le sujet âgé. Je me mets à jour des recommandations de bonnes pratiques. Pour Christelle, je crois que toi tu travailles. Alors moi, je travaille sur la fragilité. Voilà, et je fais aussi une veille scientifique sur la pathologie d'Alzheimer. Oui. Et concernant l'enseignement, c'est vrai qu'on intervient toutes les deux au DE d'infirmier de pratique avancée, mais on intervient également, moi j'interviens dans le master de santé publique, toi tu interviens dans le DU DU de PPA.
Voilà. Après, Christelle fait partie d'un comité de recherche paramédicale au CHU de Limoges. Et donc, on envisage, enfin, on est là aussi pour la promotion d'actions de recherche. Ce qu'il est important de vous dire, j'essaye moi de mettre en place actuellement, mais c'est pas tout à fait fini, un groupe bibliographique au sein de la filière PPA et peut-être un peu plus loin aussi, dans l'objectif de travailler sur les dernières recommandations et sur les données probantes par rapport aux accompagnements de nos usagers. Au niveau du leadership, le leadership, alors c'est quoi le leadership? C'est la capacité à changer des organisations ou des pratiques. Alors ça c'est difficile, hein. C'est très difficile. Donc on est sur l'aide à l'élaboration et à la mise en place d'outils de collaboration en équipe pluridisciplinaire, des organisations et animations de séances d'analyse de pratiques professionnelles, la promotion de l'evidence-based nursing, bien sûr, et la participation à des travaux de sociétés savantes. Et au niveau éthique, il y a une réflexion éthique tout au long du parcours du patient. Surtout chez nos patients âgés. Donc la collaboration, mais la collaboration, en fait, c'est central. Dans notre profession, il est important de collaborer. Alors, on m'entend pas ? Donc, il est important de collaborer, mais à la fois avec le patient, la famille, les aidants, mais aussi avec tous les acteurs du parcours de soins, que ça soit un extra ou un intra-hospitalier et sur le territoire. On essaye d'améliorer le lien ville-hôpital en utilisant des outils de communication avec la ville, mais aussi ce qui est très important et les messages qu'on veut faire passer, c'est qu'on travaille en interdisciplinarité. On est tous complémentaires et c'est important pour l'amélioration du parcours patient et de la qualité de soins de nos patients âgés. Bon, vous avez mis quelques articles scientifiques. On va pas en parler parce qu'on est un peu short, mais on va aller un peu plus vite. Et en conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est en bref, l'IPA, c'est quoi? Donc, c'est une infirmière qui a une activité dans le champ des sciences cliniques infirmiers, qui est centrée sur le paradigme de la transformation. C'est un acteur de santé publique aussi, qui est capable de participer à la réponse interdisciplinaire qui s'impose pour relever le défi des affections chroniques et de l'âge avancé. C'est un nouveau métier dans le parcours du sujet âgé qui est centré sur l'usager, sa famille et qui appuie ses soins sur des données probantes. C'est aussi une complémentarité avec les autres professionnels et l'interdisciplinarité pour une amélioration des parcours. C'est aussi des missions transversales de formation et de recherche, une posture pour aller vers un but commun, la qualité et la sécurité des soins. Et pour une implantation réussie, rapidement, je vous rappelle, l'outil PEPA, la communication, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Le développement de la pratique infirmière avancée, c'est un processus long et complexe, on en est conscient, qui nécessite une approche systémique. Je vous remercie. Ah non, il y a les perspectives, oui, pardon. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de nous mettre en perspective. Vous savez que dans l'actualité, il y a la loi RIST qui a été adoptée le 10 mai 2023 à l'Assemblée nationale et on attend en fait un décret d'application qui concernera notamment le premier recours à l'infirmière en pratique avancée, mais aussi la primo-prescription. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus et on est en attente de ce décret. Et puis la nécessité de publier sur ce nouvel acteur, notamment dans la thématique de la personne âgée. Je pense que pour nous faire reconnaître et pour montrer notre plus-value, il est important de publier. Alors, on n'est pas encore... on s'implante tout juste, ça fait qu'un an, enfin moi pour ma part ça fait qu'un an que je suis diplômée, donc voilà, des projets pourquoi pas de travaux, de publications sur notre métier pour vraiment montrer avec des indicateurs notre plus-value tels que par exemple la qualité de vie dans notre profession, c'est important, mais aussi la satisfaction du patient, la diminution des hospitalisations. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Bon, je vois qu'il y a des questions. Bonsoir.
Merci beaucoup. C'est beaucoup plus un partage qu'une question, parce que en voyant votre présentation, en fait, ça équivaut à ce que nous on appelle. Je viens du Togo, en Afrique de l'Ouest, et donc je suis psychiatre. J'ai fait un DU en psychiatrie de la personne âgée à Clermont-Auvergne il y a 4 ans. Et donc, je voulais faire un petit partage par rapport aux IPA, appelés chez nous, en fait, les masters en santé mentale. Donc, il y a plusieurs, comme vous l'avez dit, plusieurs spécialités. Donc, au Togo, c'est depuis plus d'une dizaine d'années qu'ils existent et qui nous aident énormément, parce qu'il faut dire que nous, on est 5 psychiatres pour 8 millions d'habitants. Donc, du coup, on a dû former une quarantaine. Oui, on a dû former une quarantaine de masters en santé mentale qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire dans des services de médecine. Ils sont dans des services de médecine. Et donc, vraiment, c'est un travail collaboratif. Et nous sommes toujours là pour pouvoir, je vais dire, superviser, oui, aussi, et collaborer, et ils nous aident énormément. Je pense que je n'ai même pas besoin de le dire encore, vu le nombre de psychiatres que nous sommes sous le territoire. Donc, moi, je suis ici même là, un peu tranquille, parce qu'il y a 2 qui sont dans le service avec moi. Je suis au CHU avec un professeur, le professeur Dassa. Donc, du coup, sans eux, c'est très, très, très compliqué. Et donc, au Togo, c'est soit des infirmiers, soit des assistants médicaux, parce que nous, on avait depuis longtemps le corps des assistants médicaux qui n'existe plus, en fait. Donc, c'est soit des assistants médicaux, soit des infirmiers, même des sages-femmes, qui sont maintenant masters en santé mentale, donc 2 ans, pardon. Première formation, 3 ans pour être infirmier ou sage-femme ou assistant médicaux, et maintenant 2 ans pour le master. Donc, c'était juste un partage. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je remercie aussi toute l'équipe du congrès. Et puis, bon retour à chacun. Au revoir. Merci pour le partage. J'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, en France, les infirmiers en pratique avancée, psychiatrie et santé mentale, c'est 600 personnes. Voilà. Et je pense que sur la PPA, sur la filière PPA, je pense qu'on doit être 7-8 à peu près. C'est important de le préciser face à cette double stigmatisation. Bonjour. Moi, j'ai 2 questions en une, en fait. La première, c'est qui est-ce qui vous sollicite pour aller... Vous m'entendez ? Qui est-ce qui vous sollicite pour aller faire les évaluations de fragilité à domicile ? Est-ce que c'est les médecins spécialistes, gériatres ou après un passage aux urgences, ou est-ce que c'est les médecins généralistes ? Ça peut être n'importe qui finalement. Donc on est une équipe, on a un numéro, on peut nous appeler, que ça soit la famille, le patient, le médecin traitant, le spécialiste, la PTA, enfin la DAC maintenant. N'importe qui peut solliciter notre intervention. Alors j'ai pas décrit notre population, c'est vrai, j'ai oublié de vous en parler. Donc on s'adresse aux personnes de plus de 75 ans qui vivent à domicile, mais aussi aux plus de 65 ans polypathologiques. Voilà. Et en fait, il suffit d'appeler le secrétariat. Il y a une fiche qui est complétée. Et après, notre médecin valide ou non notre intervention, enfin, en fonction de certains critères. En gros, c'est ça. Et dans le cas où c'est pas le généraliste, enfin le médecin traitant, pardon, qui vous sollicite, comment vous arrivez à mettre en place vos recommandations, que ce soit la déprescription ou bien les consultations ophtalmo-dentaires, etc. Si le généraliste n'est pas dans la boucle, est-ce que c'est suivi ? Alors, la déprescription, en fait, on a la chance dans notre service d'avoir une pharmacologue qui donne qui envoie en fait des propositions aux médecins traitants et qui du coup peut voir. Alors, s'il y a des grosses interactions médicamenteuses, elle peut en effet appeler directement le médecin traitant, lui passer un coup de fil et en discuter avec lui justement pour cette déprescription.
Et pour moi, concernant la déprescription, c'est en accord avec le patient. C'est-à-dire que si le patient n'a pas suffisamment de motivation et que c'est trop complexe, je me lance pas. Voilà.